the new radio. Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Salut à tous. Alors, même si c'est probablement par avion que vous effectuerez vos premières prises de contact avec le sol québécois, il ne vous faudra pas bien longtemps pour comprendre la place que prend ici la voiture. Et encore, il serait plus juste de dire les voitures. Car malgré une taille souvent franchement XXL, la voiture se vit souvent comme un transport individuel. Et ouais, chacun son char. Peut-être que de prime abord, le sujet de la voiture vous passe au ras de la casquette. Bon, je peux comprendre. Mais de vous à moi, si le Québec vous attire, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Ce serait un peu comme ne pas vous préoccuper de l'impact de la météo. Vous verrez, une fois qu'il fait -20, vous verrez qu'il devient compliqué de faire l'autruche. Et bien la voiture, c'est pareil. Alors, à l'image de la taille des voitures ici, le sujet est vaste. Et pour en jaser, j'ai donc invité Nicolas Ryan, qui est directeur des affaires publiques chez CAA Québec. Salut Nicolas. Bonjour Jean-Michel. Comment vas-tu bien ce matin? Ça va très bien. Écoute, on a eu un mois de janvier assez frisquet au Québec. Et oui, il a été bien pour les humains. Je pense qu'il a été pas mal pour les voitures aussi. Exactement, ça fait très difficile. Mais... Alors, c'est très pertinent, je pense, de parler de voiture. J'ai 2 voitures. Je me suis fait 2 batteries cet hiver. La totale. La toute première question, Nicolas, que je voulais te poser, c'est quoi ça donc le CAA ? Parce que évidemment, pour tous ceux qui sont au Québec, les Québécois qui nous écoutent, c'est une évidence tellement c'est installé dans le paysage et dans le quotidien des Québécois. Mais enfin, pour tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds ici, c'est quand même quelque chose d'assez obscur et c'est pas neutre. C'est quoi le CAA, s'il te plaît ? Ouais. Donc, le CA, le Canadian Automobile Association, c'est une organisation, en fait, qui veut aider les automobilistes et qui a grandi avec les années, en fait, pour offrir davantage de services. Le CA Québec, c'est la branche québécoise de ceci. Et il y a aussi, là, pour ceux qui vont vers les États-Unis, par exemple, le AAA, donc le American Automobile Association. Globalement, le AAA, le CA Québec, on met tout le monde ensemble. On a plus de autour de 63 millions de membres. Donc, je pense juste un peu en bas de 63 millions de membres au Québec, 1,3 million de membres que nous avons. Donc, on dit on est dans un foyer sur 5 au Québec. Alors oui, on est dans le paysage complètement. On a environ une centaine d'années d'histoire, un peu plus d'une centaine d'années d'histoire. On a commencé justement comme le Automobile Club of Canada à Montréal. C'est ça la première appellation. Okay. Et au fil du temps, on a joint le Club de Québec, c'est joint à celui de Montréal. Ça a grandi et aujourd'hui, là, on est présent à travers la province. On dit on offre nos services là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il fasse froid, qu'il fasse beau. Et on a bien sûr là, d'autres services, notamment en habitation, en assurance, en conseil automobile, en sécurité routière. On a une fondation là, qui fait beaucoup de sécurité routière aussi. Alors moi j'ai joint l'organisation il y a 1 an et demi. Je l'adore, je trouve qu'on fait de belles choses. On est là pour le membre, mais aussi pour la société en général. Donc des fois on va présenter des mémoires par exemple ou des idées. On va défendre les intérêts des automobilistes et de d'autres gens aussi. Alors, on essaye de faire le bien, on le fait avec le sourire, on est heureux, c'est à Québec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, depuis que je suis arrivé, donc ça fait maintenant pas tout à fait 2 ans que je suis sur le sol québécois, à chaque fois que ce soit dans la presse, à la télévision, à chaque fois qu'on veut parler voiture, réseau routier, infrastructure routière, voire prix de l'essence, puisqu'en ce moment, c'est d'actualité, on peut même plus appeler ça un prix, tellement c'est haut. À chaque fois, c'est le CAA qui est invité à se prononcer. C'est vraiment l'institution, plus que l'organisme,
Pour moi, c'est une institution et qui fait référence. C'est pour ça que je vais t'inonder de questions, parce que alors, la voiture ici, hein, comme je disais, faut quand même pas passer beaucoup de temps pour se rendre compte à quel point le pays tourne autour de la voiture, plus que l'inverse. Et j'aimerais bien savoir quelle est pour toi qu'est-ce qui explique cette relation particulière des Québécois avec l'automobile? Ouais. Ben, c'est dans la façon que le Québec est construit. Alors, quand on regarde le Québec, c'est un territoire qui est extrêmement vaste. Hein. On regarde sur une carte souvent le Québec, c'est énorme, c'est gros. Et quand on regarde le réseau routier, on a plus de 200 000 kilomètres de route au Québec. 200 000 kilomètres de route, ce sont 200 000 kilomètres de route à entretenir aussi, notamment. Et malheureusement, bien sûr, le financement n'est pas toujours présent. Donc, ce 200 000 kilomètres de route-là, ben un jour, il a fallu justement que les gens se déplacent. Hein, donc, les grands centres urbains qui sont Montréal, Québec, Gatineau, mais ça, sont situés souvent à 250 kilomètres l'un de l'autre. Et oui, c'est possible de le faire en train, oui, ce serait possible de le faire en avion, mais en même temps, pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, est-ce que ce n'est pas plus simple, justement, de prendre le véhicule? Et donc, ça a été bâti un peu, justement, avec cette mentalité-là, on devait se déplacer en véhicule. Même chose quand on regarde, par exemple, les rues dans les différentes villes, comme Montréal ou Québec. Les rues sont quand même relativement, il y en a qui sont étroites dans les grands centres, mais sinon, on a des rues assez larges aussi. Oui, ils sont pas nombreuses dans les rues étroites, hein. Moi, c'est effectivement, venant de Paris et voire même pour connaître un peu le sud de la France où les rues sont vraiment hyper étroites et tout ça et tout, on arrive dans Montréal. Quand il s'agit de se garer, si tu veux, le créneau est pas violent quand même, hein. Il y a de la place et tout. Et vaut mieux, vu la taille des voitures, parce qu'il y a quand même un certain nombre de voitures ici, je n'imagine même pas 2 secondes qu'elles puissent circuler intramuros dans Paris. Enfin, elles seraient bloquées à chaque fois. C'est pour ça que je me suis gardé une petite gêne en parlant de rue étroite. J'ai réfléchi, justement, je suis déjà allé visiter Paris, puis en effet, c'est pas mal plus étroit sur le vieux continent. Mais c'est ce qui indique, justement, là, on avait une réflexion quand même qui était faite autour de la voiture. De plus en plus, je crois quand même, les autorités municipales, notamment, vont commencer à penser davantage à un cocktail de mobilité où on va intégrer un peu plus, par exemple, des pistes cyclables protégées. On va peut-être réfléchir un peu plus la place du piéton aussi dans la cité. Par exemple, je donne un exemple à Montréal, on voit beaucoup maintenant des saillies de trottoirs. Donc, les gens, pour traverser, ça limite la distance de traverse et ça permet justement de se sentir plus en sécurité pour le piéton. Il y a une réflexion qui est davantage faite autour là, de l'usager vulnérable qu'est le piéton ou le cycliste. Mais quand même, c'est ça, c'est marrant. La base même, c'est l'automobiliste. Mais oui, c'est vraiment marrant que tu parles du piéton, parce que moi, alors, je l'ai souvent raconté, je suis dans un quartier assez pavillonnaire en banlieue sud. Et ben, l'une des choses qui m'a étonné, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir, exactement. Il n'y a pas de trottoir. C'est soit tu marches sur le parterre de pelouse de tout le monde, soit tu marches sur la route. Il n'y a pas de trottoir. Donc, ma petite, le matin, elle marche sur la route pour aller à l'école, quand elle ne me supplie pas de l'emmener, mais ça, c'est autre chose. C'est vrai que le rapport, voilà, la voie de circulation a d'abord été pensée pour la bagnole. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que tout le pays est comme ça. Et tu parlais de la taille... de la taille gigantesque du réseau routier. C'est vrai que c'est une des autres choses dont on se rend compte très vite ici. Déjà, il y a énormément d'autoroutes. Parce qu'il y a réseau routier, mais enfin, c'est quand même un festival d'autoroutes. Les autoroutes sont gratuites au Québec. À part à certains petits endroits, mais le péage. Ouais, c'est vraiment... c'est minime, là. Ouais, moi, depuis que je suis là, j'ai sorti ma carte une fois pour passer un pont qui était tout neuf, flambant neuf. Sinon, c'est jamais. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autoroutes et alors c'est de la ligne droite. Hein, franchement, vous allez user les pneus, mais c'est pas à force d'avoir des virages. Hein, c'est quand même de la ligne droite, c'est léger. Mais par contre, on ne se rend pas compte, mais les kilomètres qu'on fait, voilà, ça s'enquille très très vite. Peut-être je vais faire une course et c'est pas loin, ça va 15-20 minutes de la maison. On fait l'aller-retour, on revient, on regarde son compteur, on a fait 70 km. Donc forcément, ça va vite. C'est vrai que la dimension du pays faisait que, au moment de la construction, j'imagine, tout de suite la question du déplacement, de la locomotion était fondamentale. Et peut-être qu'à l'époque, c'était la voiture qui était le médium le plus évident. Ouais. Mais pour donner un portrait, là, une voiture au Québec, en moyenne, va rouler à chaque année 16 685 km.
Donc, chaque voiture. Donc, pour une famille normale, souvent, qui va avoir 2 voitures, on fait 16 000 fois 2, on est à 32, 33 000 kilomètres au total qui sont roulés à chaque année par une famille. Alors, quand on additionne justement les coûts d'entretien, les coûts d'essence, les coûts de ci, les coûts de ça, au-delà du fait qu'on se déplace énormément, on part dans 33 000 kilomètres, je sais pas combien d'heures ça représente aussi dans nos vies à chaque année, mais c'est énorme. Donc, on passe une bonne partie de notre vie dans notre véhicule. Ouais, et c'est vrai que je crois avoir à peu près les rapports en France, les équivalents, mais je crois c'est qu'il y a beaucoup de voitures diesel en France. Les gens qui ont des voitures diesel sont réputés rouler plus, mais c'est à peu près en moyenne 12 000 km par an. Et pour les voitures à essence, je n'ai pas les infos pour les voitures électriques. Alors, les voitures à essence, je crois qu'on était aux alentours entre 8 et 10 000. De rien, par rapport aux chiffres que tu m'annonces, on est entre 35 et 50% de plus au Québec. Oui, absolument. Mais non seulement ça aussi. Je mentionnais les coûts, mais on avait fait une étude, nous, en 2019, donc le CA national avait fait une étude, et c'était justement sur l'état des routes et combien ça nous coûtait dans nos poches, le mauvais état des routes. Donc, au-delà du fait qu'on a 200 000 kilomètres, là-dessus, il y en a 113 000 kilomètres qui ont été répertoriés et qui ont été qualifiés s'ils étaient en bonne qualité ou en très mauvaise qualité. Donc, l'échelle allait comme suit. Plus d'une route sur 2 était considérée de mauvaise qualité. Et ceci se répercute, en fait, quand on calcule justement les coûts d'entretien supplémentaires, l'usure des pneus, les coûts d'essence supplémentaires, parce que rouler sur une mauvaise route, ça va augmenter la consommation d'essence. On se retrouvait, et prépare-toi bien, c'est 258 $ de plus que ce qui sortent de nos poches au Québec en raison du mauvais état de nos routes. Et c'est plus du double de la moyenne canadienne. Donc ailleurs au Canada, c'était pas si mal les chiffres, mais au Québec, vraiment, nous avons des routes que nous avons qualifiées d'épouvantables. Oui, c'est assez juste. D'ailleurs, je me souviens sur le site du podcast, j'ai écrit un article dans la section blog, justement sur la conduite, et je crois que il devait y avoir les commandements du conducteur au Québec. Et l'un de ces commandements, c'était ton nid de poule, tu choisiras. Parce qu'il faut pas se leurrer. De toute façon, le nid de poule, tu vas pas pouvoir passer à côté, hein, tu vas forcément t'en prendre, et pas qu'un. Donc, tu as plutôt tendance à avoir l'œil sur la route et essayer de minimiser l'impact, parce que de toute façon, il y en a plein. Et encore, je dis nid de poule, on devrait plutôt parler de poulailler, hein, parce qu'il y en a des, c'est des crapes derrière les trucs. Hein. Ouais, c'est ça, c'est choisis ton poison. C'est exactement ça. Bon, faut quand même reconnaître aussi que le climat fait que le climat et la taille du réseau fait qu'à entretenir, il y a du taf, hein, parce que quand on sait que on va dire la neige et le froid, c'est à peu près le cocktail idéal pour faire des nids de poules et défoncer le bitume, forcément au Québec, ça prend cher, quoi. Oui, ben exactement, c'est ça, faut le mentionner peut-être, c'est justement le réseau routier est en mauvais état, beaucoup en raison justement des cycles de gel et dégel, c'est ce qui fait en sorte que le bitume justement se magane, on va le dire comme ça, parce que c'est du bitume magané, on le dit au Québec, c'est dans notre vocabulaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions? On a appelé ça parce qu'en plus, on a pour la partie réparation, du coup, on a quand même un cycle, une fenêtre de tir qui est assez courte au Québec. Mais on a appelé ça la question à 125 milliards de dollars. Alors, putain de question. Oui, mais ça faisait partie de notre étude, justement. C'était le 125 milliards de dollars, c'est le coût que ça coûterait au Canada, en fait, pour refaire ces routes en bas, pour les remettre en bon état. Alors, bien évidemment, il y a personne qui a ce montant-là dans ses poches. Moi, je ne l'ai pas. Si jamais tu l'as, pour le procès. Mais moi, je ne l'ai pas. Je suis à quelques dollars près. C'est ça, je suis à quelques dollars près. Mais ce qui se passe en bout de ligne, c'est ça, c'est que souvent on va faire des réparations, justement, on prendra pas le temps de repenser la route au complet. On va donc faire des réparations qui vont finir par être une réparation temporaire. Et c'est seulement, on finit par pelleter le problème vers l'avant, année après année, après année, après année. Il y a un sous-financement qui est chronique. Et alors, on peut se demander, est-ce qu'un jour, on va pouvoir justement dire, au Québec, on a un beau réseau routier? Je ne le sais pas, je le souhaite, mais probablement que je ne verrai pas ça de mon vivant. Oui, quand même. Rappelons pour ceux qui nous écoutent que fondamentalement c'est quand même pas bien vieux, donc ça laisse pas forcément beaucoup d'espoir, mais bon, ce qui est étonnant c'est qu'effectivement il y a un impact financier évidemment colossal, 135 milliards c'est une paille, mais en même temps le secteur économique de la voiture ici est quand même super important. L'un des autres points qui m'a étonné depuis mon arrivée, c'est
la part de marché des publicités des concessionnaires automobiles. Donc, les concessionnaires, c'est-à-dire que c'est pas les fabricants, c'est pas Toyota, Renault et ainsi de suite qui font des publicités. C'est la plupart, ce sont des concessionnaires, donc le vendeur local, qui sont d'ailleurs en général ici des très gros vendeurs qui ont plusieurs installations, qui sont très 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 présents. L'incitation à acheter de la voiture est quasi permanente. C'est-à-dire que tu m'expliques cette histoire de première, deuxième, troisième chance au crédit, j'ai pas bien compris. Enfin, ceci dit, il y a quand même c'est ok, ça coûte cher d'un côté, mais de l'autre côté, j'imagine qu'en taxes et tout, ça rapporte un maximum aussi, parce que on en consomme de la voiture, hein. Ouais, le parc automobile là, est en progression constante année après année. Puis en effet, c'est quelque chose là, qu'on remarque énormément. Donc les concessionnaires là, qui sont très présents dans le réseau publicitaire, souvent justement, on va vanter, par exemple. Ça peut paraître ironique pour certains. Puis il y a des organismes, là, notamment, je pense, Équiterre, qui voudraient légiférer en fait sur la publicité automobile en disant ça n'a pas de bon sens ce qui est fait là. En bout de ligne, ce qu'ils mettent de l'avant, souvent, ça va être des éléments de sécurité, ça va être des éléments de consommation d'essence réduite, ça va être des éléments de confort surtout. Mais en effet, il n'y a peut-être pas le point de vue justement de la consommation responsable en lien avec ces véhicules-là. Nous, ce qu'on peut dire à CA Québec en bout de ligne, oui, on le voit aller. Oui, nos membres ont des véhicules pour la plupart. Hein. Comme je le dis, on est quand même dans un foyer sur 5. Donc la plupart ont un, même 2 véhicules, des fois 3. Je pense quand même que la grande question qui va s'en venir dans les prochaines années, donc en 2035 au Canada, ils ont décrété la fin de la vente des véhicules neufs à essence. Alors ça, c'est déjà une date, ça s'en vient. 2035, c'est demain matin, c'est dans 13 ans. Mais je dis souvent à la blague, j'ai dit, si on retourne 13 ans en arrière, vous avez le premier iPhone dans vos mains. Là. Alors, on est quand même, il y a moyen d'évoluer très rapidement. Au-delà des concessionnaires, justement, les fabricants de véhicules sont déjà en train de travailler sur les véhicules électriques, sur les véhicules hybrides rechargeables, parce que c'est vers là qu'on va tendre. Alors, manifestement, il va y avoir aussi une évolution, d'après moi, du paysage publicitaire, où on va avoir des véhicules qui sont moins énergivores. Mais après ça, on peut se reposer la question, est-ce que les véhicules vont diminuer en taille? Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit aussi, avant, le parc automobile était surtout composé de berlines, donc véhicules un peu plus petits, un peu moins familiaux. Le VUS, le véhicule utilitaire sport, en fait, tranquillement, pas vite, a commencé à manger une part de marché. Si je me trompe pas, c'est cette année ou l'année prochaine, on va même atteindre une parité entre les berlines et les VUS, ça va être à égalité. Et après ça, le VUS va devenir vraiment le véhicule de choix du Québécois moyen. Alors ça, ce sont des gros véhicules, ça pose des enjeux de sécurité aussi au niveau, par exemple, des angles morts ou de la façon de voir. Justement, je parlais des usagers vulnérables tantôt. Ce type de véhicule-là, oui, ça peut être problématique d'un point de vue sécurité routière. Oui, les occupants du véhicule vont souvent être en très bonne sécurité. On va sentir, justement, on est dans un véhicule, on se sent quasiment invincible. Mais il faut réfléchir. Quand on réfléchit collectivement, il faut se poser la question. Peut-être qu'une famille qui avait 2 berlines à l'époque, ça peut se contenter maintenant d'avoir un seul véhicule utilitaire sport. À ce moment-là, est-ce qu'on a une réduction du parc automobile? Malheureusement, c'est pas ce que les chiffres nous disent. Ça continue de grandir. Jusqu'où ça va aller, c'est peut-être aussi là une bonne question à laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui. Toi, avec le CA, t'as les chiffres. Moi, entre guillemets, je me contente de mon observation moyenne de conducteur lambda. Alors, c'est vrai que les voitures sont énormes, j'y reviendrai, mais quand je suis sur la route et que je regarde à peu près les gens à côté, comme moi, je suis pas plus vertueux que les autres, mais la plupart du cas, les gens sont tout seuls dans leur voiture immense. Oui, je peux te dire que quand on croise quelqu'un qui a une Smart, on se demande qu'est-ce que c'est cet Ostrogo quand même, parce que sont pas nombreuses. On en trouve, ouais. Et sont pas nombreuses. Et je disais juste un petit mot sur les VUS qui prennent une part de marché énorme. Il y a VUS et VUS, c'est-à-dire que le VUS d'ici, il est quand même plus grand que le VUS d'Europe. Toutes les marques, en fait, proposent des voitures, les mêmes grosso modo, mais elles ont toutes un modèle plus gros, XXL, qui n'est généralement pas vendu en Europe. Donc, par exemple, je pensais à BMW. Je pense qu'en France, le plus gros BMW qu'on peut trouver, c'est le X5 ou le X6 en VUS. Ici, il y a le X7. Voilà, c'est très souvent, les VUS sont des voitures 7 places avec un gros coffre quand même. Ouais. On est dans une autre dimension. Et un point d'ailleurs, tu parlais de la consommation et tout. Ça aussi, ça m'a surpris. Dans les publicités dont on parlait,
autant le prix est très mis en avant, enfin, c'est vraiment du consumérisme, on t'incite à acheter une voiture, dès que tu en as acheté une, j'ai l'impression qu'on t'incite fortement à la revendre en occasion et d'en racheter une autre aussi sec, même si ça fait que 3 mois. Mais la question de la consommation, qui moi, qui vient d'Europe, est quelque chose, enfin c'est clé quoi. L'essence est naturellement entre guillemets tellement cher que tout le monde s'en préoccupe, avant même des conditions écologiques qui sont arrivées depuis. Ici, c'est très rare dans une publicité que la consommation moyenne d'une voiture soit affichée. Il vaut mieux d'ailleurs, parce que vu les consommations... Oui, ben en effet, puis je pense qu'en ce moment, ben là on le voit, là, on est début 2022 quand même, les prix de l'essence ont atteint des records là, au Québec. On voit le prix là, qui est à 1,60, 1,63 à certains endroits, c'est du jamais vu pour nous au Québec. Donc là, peut-être que depuis mon arrivée, ça a plus que doublé. Ben c'est ça. Donc les gens peut-être vont commencer à se poser davantage de questions. On parlait oui de choix de véhicules. Donc est-ce que les gens peuvent passer à l'électrique? Est-ce que les gens peuvent peut-être faire un entre-deux en ce moment avec un hybride rechargeable? L'autre question qu'on peut se poser avec les véhicules électriques, puis nous on essaie de donner davantage d'informations à ce sujet-là. On la voit venir la vague. Je le disais 2035, c'est demain matin. C'est quand même de réfléchir. Ces véhicules-là souvent sont pensés par des constructeurs qui ne sont pas au Québec ou au Canada, donc ils ont peut-être pas la réalité du froid. Hein. Une batterie dans le froid, on le voit, ça perd beaucoup de sa puissance. Alors, est-ce que les véhicules électriques actuels, donc en 2022, est-ce que ces véhicules-là ont la capacité de traverser un hiver québécois au complet? On commence à le voir, on commence à le sentir. Les gens vont quand même, peut-être, quand ils passent à l'électrique, garder un véhicule à essence pour les besoins justement de l'hiver ou peut-être de déplacements un peu plus longs. Mais tranquillement, pas vite, on commence à avoir justement des autonomies de batterie qui sont suffisantes pour traverser justement l'énormité de notre territoire. Alors, le réseau aussi de bornes de recharge là, commence à être assez élargi à travers la province aussi, donc ça aide en fait le consommateur dans son choix. Et c'est vrai que moi je le vois pareil autour des gens, des voisins et tout ça et tout. De plus en plus, on voit des véhicules électriques effectivement. Et je constate chez ceux qui ont des véhicules électriques aussi des changements de comportement. Je m'explique. Allez, la quasi-totalité des gens ne parquent jamais leur voiture dans leur garage. Elles restent toujours en extérieur dans leur allée. Au mieux, il y a un abri d'hiver qui est installé mais qui est plus que pour limiter la température, qui est plus là pour faciliter le déneigement et l'entretien des voitures. Éviter le déneigement. Parce que franchement, c'est une tannée le matin quand on est moitié réveillé, qu'on n'a pas pris son café, d'aller enlever 10 cm de neige sur la bagnole. C'est rigolo 2 semaines, au bout de la 3e, ça commence franchement à tanner. Donc ils ont ça, mais ceci dit, l'habitude, c'est que les voitures, en tout cas dans ma banlieue, que les voitures dorment dehors. Forcément, quand on a une voiture électrique, la faire dormir dehors, surtout quand on a un mois de janvier comme on a eu là, on n'est jamais monté au-dessus du -20, forcément la batterie elle souffre quoi. Et donc je constate que ceux qui ont fait le choix d'utiliser, parce que il y a le système de remisage ici, savoir qu'on peut dire à l'assurance et à l'immatriculation que hop on remise cette voiture, c'est-à-dire qu'on la met on ne l'utilise pas dans un garage, quelque chose et tout, et on ne l'utilise pas pendant l'hiver, de telle date à telle date, et on récupère un petit peu des sous qu'on avait payés. Mais ceux qui décident d'utiliser leur voiture électrique l'hiver ou tout, très souvent, eux, font le choix de changer leurs habitudes et d'utiliser leur garage pour que la voiture passe une nuit plutôt à 10 degrés plutôt qu'à -30. Mais c'est aussi plus facile pour la charge, là. Donc on n'a pas besoin justement d'aller chercher le fil jusqu'à l'extérieur. Mais ça peut devenir un enjeu aussi, puis c'est une question qu'on reçoit souvent. C'est les gens, par exemple, qui habitent à Montréal. Donc vous habitez dans un complexe d'appartements, vous avez, je sais pas moi, 28 portes dans votre complexe d'appartements. Est-ce que au moment où tout le monde va passer à l'électrique, est-ce qu'il y a un espace pour mettre 28 bornes, par exemple? Est-ce qu'il va falloir se battre pour aller à la borne? C'est qui va avoir priorité? Comment ça va marcher? C'est une question qu'on reçoit souvent. Et puis en ce moment, c'est ça, on est en train de voir quelles solutions on pourrait mettre de l'avant collectivement pour s'assurer justement de ce passage-là à la mobilité électrique. Mais l'autre chose aussi, c'est de réfléchir justement à quel est notre rapport à la mobilité. Est-ce qu'on a vraiment besoin justement de toujours être en voiture? Quand vous parlez justement de véhicules qui sont parqués ou garés sur la rue, je pense que c'est de 90 à 95% du temps, les véhicules québécois sont à l'arrêt. Donc ils sont stationnés à quelque part, ils ne circulent pas et pourtant ils occupent tout cet espace, que ce soit urbain ou rural.
il y a des véhicules partout. Alors, c'est particulier. Moi, fait cocasse, mon frère habite en région, donc il y a un champ derrière lui, c'est un peu campagnard. Son plus vieux fils, la première fois qu'il est venu chez moi à Montréal. Alors lui, il est arrivé sur ma rue, il y avait des véhicules garés des deux côtés de la rue, et il m'a regardé, il a dit, il doit y avoir une grande fête chez toi, il y a des autos partout. Parce que lui, à la campagne, quand il y a beaucoup d'autos, c'est que les gens vont chez lui pour faire la fête, par exemple. Alors que nous, à Montréal, ben, c'est une réalité de tous les jours. On marche dans toutes les rues, il y a des voitures partout. Mais c'est quand même cette petite phrase-là, cette naïveté-là d'un enfant fait quand même réfléchir sur justement l'importance du véhicule et qu'est-ce qu'elle représente pour les gens. Mais c'est vrai, je trouve qu'il y a un rapport assez particulier au véhicule. C'est que d'un côté, je vois des gens qui chérissent, qui aiment leur automobile vraiment, qui la bichonnent. Enfin, faut voir tous ces gens qui passent leur week-end à prendre soin de leur voiture. Enfin, c'est de la cosmétique, quoi, pour voiture, tellement ça brille et tout. Et je parle même pas de ceux qui font du tuning ou des choses comme ça. De mon point de vue, le goût est plus discutable, mais bon, voilà. Et en même temps, l'impression que la voiture est un produit de consommation comme un autre, qui est aussi sujet à de l'achat d'impulsion. C'est-à-dire que je vais pas dire que c'est tout le temps, mais plusieurs personnes m'ont déjà dit qu'ils se sont retrouvés un petit peu, pas trop savoir quoi faire un week-end et tout. Et puis, ils se baladent, ils font du magasinage, ils passent devant devant un concessionnaire, ils regardent les voitures, et puis ils repartent avec une voiture. Parce qu'ils passent leur carte de crédit, on leur dit c'est bon, c'est accepté pour le dossier de crédit, vous pouvez repartir avec. Voilà, et ils se retrouvent avec une voiture qui n'avait pas forcément prévue, mais qui est jolie, et voilà, on voit ça. Mais quand même, faut dire, le parc automobile moyen a environ 8-9 ans. Alors, il y a quand même des gens là qui vont garder leur véhicule sur une longue période. On le sait, les véhicules, de plus en plus, je pense que la mécanique, quand même, va tenir un peu mieux. Les gens vont mieux connaître, justement, les façons de faire leur entretien aussi. Nous, on va bien sûr donner toujours des conseils de comment bien entretenir son véhicule, comment lui faire attention, parce que c'est possible de le garder pendant plusieurs années. Et ben, lorsque c'est possible, on va probablement encourager les gens justement à garder leur véhicule, à bien l'entretenir, parce que c'est ça, vous l'avez dit, c'est quand même un besoin de consommation qui est créé, mais c'est pas nécessaire là, de toujours avoir justement le dernier véhicule. Et surtout pour ceux qui ont peut-être une capacité mécanique encore là. Moi personnellement, je fais cocasse, je ne l'ai pas. Je ne suis pas un gars de char, comme on dit. Alors, j'aime avoir quand même, je fais faire l'entretien, moi, dans un garage dans lequel j'ai confiance. Mais je reconnais la nécessité, justement, d'avoir à faire cet entretien-là, parce qu'on veut le garder longtemps, notre véhicule. Est-ce que tu peux juste m'expliquer cette histoire alors non pas de crédit, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais effectivement, toutes ces publicités qui incitent à acheter des voitures, disent à goût de renfort, chez nous c'est première, deuxième, troisième chance au crédit. J'ai toujours pas compris l'idée. En gros, c'est quoi? C'est du harcèlement de banquier? Tu m'as dit non une fois, je reviens à la charge une deuxième fois et une troisième fois, c'est quoi l'idée? Moi, j'ai un bon crédit, là, j'en suis heureux, donc je n'ai jamais eu à penser à la troisième chance au crédit, mais oui, il y a quand même des enquêtes de crédit qui se font pour justement éviter, je crois, que monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas la capacité de se payer un véhicule ne puissent pas justement repartir avec un véhicule de l'année qui ne conviendrait pas à leurs moyens financiers. Cependant, est-ce qu'il y a un encadrement plus large qui pourrait être fait à ce niveau-là? Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, l'Office de la protection du consommateur pourrait se pencher sur ces pratiques-là? Fort probablement que oui, parce que justement, on se retrouve peut-être à certains moments, puis encore là c'est hypothétique, là, j'ai pas de cas concret devant moi à présenter, mais si quelqu'un qui n'a pas les moyens de se procurer un véhicule, par exemple, qui habite à Montréal, est-ce que cette personne-là n'est pas mieux de réfléchir à ce moment-là à le transport en commun, par exemple, le transport actif? Est-ce qu'ils ont cette capacité-là, ou se tourner, par exemple, vers l'usager ou un modèle, justement, qui est moins onéreux, qui va convenir à ses besoins? Malheureusement. Partage dans Montréal. Il y a l'autopartage aussi, exactement, mais malheureusement, je pense que les gens il y a quand même une individualité, les gens veulent sentir de dire c'est ma possession, c'est mon véhicule. Et à ce moment-là, il y en a peut-être là, qui vont se tourner vers ces concessionnaires-là qui ont peut-être un peu moins de scrupules. Ce que je comprenais pas, c'était vraiment cette histoire de deuxième, troisième chance, parce que qu'il y ait des enquêtes de crédit, je trouve ça vraiment très très bien. En plus, c'est pas le sujet de l'émission, mais effectivement, cette historique de crédit, c'est quelque chose de très fortement ancré et c'est la base du système banquier, on va dire, de la banque du quotidien ici. Mais donc il y a une enquête normale. T'as les moyens, t'as pas les moyens. Ce que je comprenais pas, c'était
c'est quoi la deuxième et la troisième chance? Souvent... Une fois qu'on t'a dit que t'as pas les moyens, c'est tout. Mais je pense que c'est ça, c'est ces gens-là qui parlent de deuxième ou troisième chance au crédit, c'est qu'ils vont offrir probablement un financement alternatif ou un financement qui est autre. Souvent, les taux d'intérêt qui vont être plus élevés. On va aller chercher davantage de risques. C'est pas une pratique que l'on recommande, bien évidemment. Ouais, je comprends. Si on n'a pas les moyens d'acheter un véhicule, c'est ça, il faut réfléchir. C'est ça, si t'as pas les moyens, merci, au revoir. Donc c'est plutôt assez moche. Tu disais effectivement quand on est, notamment par exemple quand on est dans Montréal, faut peut-être s'interroger sur est-ce qu'on a véritablement besoin d'une voiture, parce que si c'est pour la laisser stationner 95% du temps, accessoirement le stationnement ça coûte un bras, ça n'a pas forcément de sens. Et c'est vrai que Montréal, contrairement à d'autres villes du Québec, notamment des villes un peu plus modestes, dispose d'un réseau de métro qui est pas mal, alors qui, de mon point de vue, malheureusement, ne dépasse pas suffisamment Montréal. Hein, c'est vraiment très 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 intramuros, mais que par contre, quand on a la chance d'être dans Montréal, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi l'autopartage. Ton avis, toi, est-ce que ce rapport très fort à la voiture, au fait que dès 16 ans, il faut qu'on ait sa voiture, que chacun doit avoir sa voiture, ça fait partie de la liberté du Québécois et du Canadien. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui freine le développement des transports en commun? De mon point de vue, moi, je trouve que le pays est très en retard sur les infrastructures de transport en commun. Est-ce que c'est ça le problème, ou est-ce que c'est d'autres soucis, en fait, notamment de coûts, de météo, des choses comme ça? Je pense que ce qui se passe en ce moment dans la ville de Québec est assez révélateur en fait de notre rapport à la voiture. Donc à Québec en ce moment, il y a un projet de tramway qui est en branle. Alors ça a été le financement a été attaché, le projet a été réfléchi, il a évolué quand même récemment. Et là, il y avait un sondage qui est sorti dans les dernières semaines où on voyait un effritement de l'appui de la population à ce projet-là. Et l'argument, je crois, qui ressort le plus souvent, c'est justement, on n'a pas besoin de ce tramway-là. Alors là, nous, ce qu'on dit, nous, on était en faveur de ce tramway-là. Donc, CA Québec s'est positionné en faveur de ce projet-là. C'est le tramway n'est pas là pour venir enlever une place à l'automobile. Le tramway est là pour offrir une alternative à ceux qui veulent bien en faire le choix. Et notamment, c'est que Québec, c'est la seule ville de cette grandeur-là, je crois, à travers le pays, qui n'a pas justement une colonne vertébrale de transport en commun digne de ce nom. Alors pour nous, c'était une façon d'appuyer un projet qui amenait Québec dans une certaine modernité. Et pourtant, comme je dis, on le ressent dans Québec, il y a une vive opposition en disant « mon auto, mon choix ». Et c'est pas ça l'enjeu pour nous. Il y a moyen, puis on le voit à Montréal. Donc à Montréal, oui, il y a un réseau de transport en commun, le métro qui est quand même bien fait, il y a un réseau d'autobus, il y a un réseau de trains de banlieue, il y a le projet du REM aussi, qui va aller chercher certaines banlieues qui est en cours en ce moment. Mais c'est jamais fait en fonction de dire aux gens « vous allez arrêter de prendre votre véhicule ». C'est « on vous offre une alternative » pour vous véhiculer de façon plus simple, pour vous amener du point A au point B. Oui, ça va peut-être prendre un 10-15 minutes de plus, mais par exemple, quand vous êtes assis dans un métro, vous pouvez peut-être travailler un peu, vous pouvez peut-être prendre vos courriels, lire le journal, vous pouvez appeler un ami. Il y a moyen de faire autre chose lorsqu'on est en transport en commun qu'on peut pas faire quand on est au volant de notre véhicule, parce nous, on fait beaucoup de campagnes là-dessus, on veut éviter que les gens soient distraits au volant et qu'ils deviennent un danger pour la sécurité routière. Alors, ce faisant, avec toutes ces alternatives-là qui sont proposées, moi, je pense qu'on on passe vers une certaine modernité. Les gens qui vont vouloir continuer à faire le choix de l'auto solo, c'est une décision qu'ils peuvent encore prendre. Mais après ça, s'ils se plaignent qu'ils sont dans le trafic, on dit souvent l'expression, c'est « vous n'êtes pas dans le trafic, vous êtes le trafic ». Pas souvent, mais même quand on rajoute, par exemple, ça s'est fait beaucoup aux États-Unis, quand on rajoute des voies de circulation, ça vient pas apaiser le trafic, ça vient seulement en rajouter en bout de ligne, parce que les gens se disent « ah ben là, j'ai plus de voies de circulation, je vais y aller ». Alors, faut le réfléchir, je pense, d'un horizon, justement, d'un cocktail de mobilité, dans lequel on favorise, justement, le libre choix, quand même, des gens de faire usage de leur automobile, mais aussi d'un transport en commun, d'un transport actif, le vélo électrique, par exemple, la marche. Ce sont des solutions qui sont à portée du Québécois moyen. Mais, en effet, je pense qu'il y a des mentalités qui sont ancrées depuis plusieurs années. On est bien dans notre véhicule, hein. On s'assoit, on est bien, on met le banc chauffant, on met notre petite musique. On est là, on roule, on est tranquille. Mais je pense qu'à la longue, c'est ça, si on a un enjeu environnemental, par exemple, on peut peut-être réfléchir. Est-ce que j'ai besoin de rouler 16 000 km par année ou je peux réduire ça à 8, 10 000 km en me disant que les 6 000 km suivants, je vais les faire en transport en commun ou en transport actif? C'est la conversation, je pense qu'il faut mettre de l'avant. Il faut continuer à en parler avec les gens, mais laisser quand même le libre arbitre aux gens de faire leurs choix et leurs décisions. Je trouve ça
particulièrement agréable que toi et par ton intermédiaire le CA puissiez prendre ce genre de prise de position assez forte en faveur de diversité de la mobilité, du développement des transports en commun et tout, alors que vous appelez le CAA. Voilà, a priori, on pourrait s'attendre à ce que, contre vents et marées, vous défendiez l'automobiliste et son droit à avoir 75 voitures dans son garage et à bouffer du kilomètre et à bouffer du gasoil. Non, vous avez quelque chose de responsable, ce qui d'équilibrer tout. Franchement, je trouve ça super fait quand même, ça fait des discussions avec les membres. Il y a certains membres qui nous écrivent des fois, quand on s'est positionné en faveur du tramway, on n'a pas que reçu des félicitations. Et c'est ça la beauté de la chose. Quand je dis on représente 1,3 million de personnes, on sera jamais capable de rallier 1,3 million de personnes à la même opinion. On a des opinions qui sont diverses. Des fois, nous, on promouvoit, par exemple, au voyage des croisières. Il y en a qui disent c'est épouvantable, il y a pas de côté écolo dans une croisière. Absolument, mais il y a des gens qui sont très confortables de voyager dans ce type de voyage-là. Donc, il faut aller chercher la pluralité des opinions. Mais tu sais, je le mentionnais, nous, on est en faveur, oui, d'un point de vue organisationnel pour un élargissement du transport en commun, puis surtout dans ce cas-là, une structure, une colonne vertébrale pour une ville de la taille de Québec. Mais on va en même temps militer pour le libre choix des gens, de dire oui, si vous voulez prendre votre véhicule, on va être là pour avoir de meilleures infrastructures routières. On va être là pour pousser des comportements routiers qui ont de l'allure. On va être là pour faire réfléchir le gouvernement. Est-ce que les lois actuelles, par exemple, sur la conduite automobile sont correctes? On a vu le cannabis qui a été légalisé à Ottawa là, en 2019. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lois-là pour les gens qui conduisent sous l'effet du cannabis, par exemple? Donc, nous, on a mis des campagnes en place pour faire réfléchir les gens par rapport à ça. On va toujours être là pour protéger le droit de l'automobiliste quand même. Oui, on est un club automobile à la base. Oui, on a évolué, on offre d'autres services aussi. Mais il faut rappeler, c'est ça, on est 1,3 million d'opinions différentes, mais dans un 8 millions et quelques de Québécois qui, eux aussi, ont d'autres opinions. Mais on se fait un devoir et un bonheur de quand même promouvoir ces moyens de transport-là. Il y a un choix de cocktail de mobilité. Ouais, mais c'est vraiment bien de pas s'arrêter à un corporatisme de base et de s'autoriser à avoir une réflexion plus large, peu importe ce sur quoi elle aboutit, mais au moins de s'autoriser à avoir cette réflexion. Je trouve ça super agréable. J'aimerais qu'on revienne un peu à l'automobile du quotidien, parce que ceux qui nous écoutent, a priori, s'intéressent au Québec, soit ils sont venus, soit ils vivent déjà ici, soit ils vont y venir, pour une bonne partie d'entre eux. Et forcément, ils se posent, une fois qu'ils ont ce tableau-là, ils se posent pas mal de questions, et probablement, ok, j'arrive au Québec demain, c'est quoi ça donc comme voiture qu'il faut que je prenne? Bon, l'idée communément répandue, c'est que because 30 ou 40 cm de neige, le verglas, l'hiver qui dure 6 mois et ainsi de suite, il nous faut un bon gros 4x4. C'est vrai ça ou pas? Oui et non. Moi, personnellement, j'ai un 4x4. Il y a quand même moyen, je crois, là, la plupart des gens, là, je pense que le 4x4 n'est pas aussi répandu qu'on peut le croire. Il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont. Les rues sont quand même déblayées. Il y a un service de déblaiement, de ramassage de la neige dans la plupart des municipalités. Donc, je veux pas, quand on transite, habituellement, on va être sur des routes quand même là, qui sont entretenues et qui sont déblayées. Donc, est-ce que le 4x4 pour ça, c'est nécessaire? Moi, je l'aime bien pour sortir du banc de neige quand je suis pris. Cependant, avec la pandémie, on n'a pas eu la chance beaucoup de sortir des bancs de neige. On est resté beaucoup à la maison. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est, par exemple, les pneus d'hiver sont obligatoires au Québec. Donc, à partir du 1er décembre jusqu'au 15 mars, les gens doivent être munis de pneus d'hiver. Donc là, encore là, ça va aider justement à l'adhérence sur la route. Pour nous, c'est important que ça soit obligatoire. Comme ça force les gens à être plus prudents sur la route. On va promouvoir des comportements routiers aussi là, c'est plus, je dirais, au-delà du choix de l'automobile, pour nous, c'est plus une question de comportement. C'est vrai que j'avais posé cette question aussi au premier concessionnaire que j'ai rencontré lorsque il a fallu que aussi je m'équipe et que j'achète ma voiture. Et il m'avait fait cette réflexion, il m'a dit, tu sais, la voiture la plus vendue ici, tu me diras si je me trompe, c'est une Honda Civic. Donc c'est plutôt une petite voiture, étonnamment. C'est clairement pas une 4 roues motrices. Il dit, par contre, ce qui fait toute la différence, c'est les pneus. Si tu as des bons pneus d'hiver, des pneus de bonne qualité, il m'a dit, si tu as un investissement à faire, c'est dans tes 4 pneus. Voilà. Exactement. Il faut que tu changes régulièrement, qu'ils soient béton, plus que de choisir un gros char version 4 roues motrices. Les pneus, c'est la clé, exactement pour la raison que tu disais, parce que il dit fondamentalement, quand tu roules l'hiver, et je confirme depuis, les engins de déneigement, pour le coup, l'organisation est assez top. Dès qu'il tombe 5 cm, ça tourne toute la nuit pour que le matin, au maximum du maximum,
vous rouliez sur 1 ou 2 centimètres de neige, mais là, entre guillemets, c'est presque plus confort, il y a de l'adhérence. Donc les pneus, c'est clé, quoi. Ouais. Puis je trouve ça drôle, des fois on va aux États-Unis par exemple, il y a des villes qui reçoivent un 5 ou 6 centimètres de neige. Et même j'avais vu, je pense, un reportage à l'époque à Paris, il y avait eu quelques centimètres de neige et c'était la panique. Ah bah, total. Alors que nous, il tombe 40 centimètres de neige, on regarde ça par la fenêtre, puis on sait que le lendemain matin, on va pouvoir repartir tout peinard parce que notre rue va être déblayée, on peut aller porter les enfants à la garderie, il n'y en a pas d'enjeu. Mais je pense quand même, c'est une particularité aussi au Québec d'avoir même à travers le Canada, mais ce réseau de déneigement-là. Cette neige-là, c'est comme si elle disparaissait. Il y a de la magie qui se fait. On se réveille un matin, il y a plus aucune neige dans notre rue. Alors qu'il tombe 40 centimètres. La neige disparaît tellement que, alors évidemment, il y a des monticules qui se forment un petit peu partout, notamment sur les parkings. Et puis un jour, vous arrivez sur le même parking et le monticule a disparu. C'est-à-dire que il y a non seulement des outils de déblayement qui sont en permanence à l'œuvre et qui sont adaptés. Hein. Il y a ceux pour les routes, il y a ceux pour les très grandes routes, et puis il y a ceux pour les petites pistes cyclables. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Ouais. Et puis on crée ces grands monticules sur les énormes parkings qu'il y a un petit peu partout dans les centres commerciaux, les centres d'achat. Et tout d'un coup, ça disparaît. Voilà. Il y a 3 camions qui sont arrivés, on les a remplis avec la neige. Je sais pas trop où ils la déversent, mais ils s'en vont et c'est parti, ça recommence. C'est vrai que l'année dernière, je me souviens que l'hiver dernier, il y avait une grosse crise de rire au Québec, puisqu'il y avait des images qui tournaient de Madrid, qui, pour l'une de ces rares fois, avaient été prises dans une tempête de neige. Enfin, tempête de neige, où il devait y avoir 4 cm au sol, d'accord. Nous, c'était la panique totale, les gens. Exactement. Il n'y avait pas des pneus d'hiver, hein, mais il y avait des sorties de route de partout, les gens avaient froid, alors qu'il devait faire à peu près 3 degrés. Ça avait fait beaucoup rire, c'est sûr. Ouais, mais je mentionnais la date du 1er décembre, puis souvent on le voit, c'est pas rare qu'il y ait une tempête au mois de novembre au Québec. Et bien souvent, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui attendent la dernière minute avant de faire poser leurs pneus d'hiver. Nous, on le recommande dès le début octobre. En fait, on dit aux gens, là, dès octobre, faites poser vos pneus d'hiver. Puis à ce moment-là, on le voit toujours à la première neige, justement. Il y a des sorties de route, il y a des gens qui sont pas prêts à ça. Les gens, de reprendre l'habitude de la conduite hivernale, c'est comme si les gens l'avaient oublié. Oui, c'est vrai. Malheureusement, on le voit. Là, c'est toujours la première neige, c'est là qu'il y a le plus d'accidents. Là, c'est infernal. On roule sur la route. Dès que la neige arrive, hein, il y a des habitudes à reprendre. On va freiner plus tôt et beaucoup plus doux. Éviter de piler au stop, parce que sinon, youhou, c'est la fête. C'est sûr qu'il y a pas mal de petites habitudes à prendre comme ça, mais sincèrement, pour ceux qui nous écoutaient, je trouve que circuler en voiture l'hiver, ça n'est absolument pas la montagne qu'on imagine, la difficulté qu'on imagine venant de France, où effectivement, dès qu'il pleut ou qu'il y a 1 centimètre de neige, c'est panique à bord. Là, franchement, ça gère plutôt bien. Il n'y a pas besoin de passer par une école de conduite particulière. Ça se gère. Il y a quand même des écoles de conduite qui offrent des cours pour la conduite hivernale, cela dit. Parce que ça, c'est une conduite qui est différente quand même. J'ai vu, mais ça m'a pas semblé être un impératif entre guillemets, justement parce que les routes sont quand même, en tout cas sur celles que j'utilise, j'imagine que si on va peut-être un peu plus loin dans la forêt, on va affronter les vents de neige, oui, c'est un poil différent, mais pour ceux qui prennent, comme moi, les autoroutes, on va les voies rapides et tout, sincèrement, pour le coup là, l'entretien, voilà, on n'échappera pas au nid de poule. Éventuellement, pendant l'hiver, le nid de poule, il sera rempli de glace. Mais mais là, l'entretien est bien fait. Le déneigement, c'est vraiment assez impressionnant. Il y a plein aussi de petites choses aussi qui changent ici sur la manière de pratiquer la route. Alors déjà, quand on veut conduire ici, alors évidemment maintenant tout le monde a un GPS, on a Waze et tout ça et tout, donc c'est de la triche. Mais sinon à la base, on a plutôt intérêt à être balèze en géographie, puisque comme aux États-Unis, les routes sont intitulées ouest, nord. Voilà, on prend la 20 ouest, la 20 sud, la 20 nord. Enfin voilà, je me mélange les deux. Faut pas se gourer parce que si on la prend dans le mauvais sens, voilà. Nous en France, on est habitué à ce que on met, par exemple, je vais prendre l'autoroute A7 direction Paris. Je vais prendre l'autoroute A7 direction Marseille. Voilà, donc il suffit juste de savoir à peu près placer 4-5 villes sur la géographie française pour s'y retrouver. Là, faut à peu près toujours savoir dans quel sens on se situe. Quand même, le réseau autoroutier, moi, je le trouve quand même assez bien fait, mais c'est peut-être parce que j'habite ici depuis toujours. Mais il faut savoir, en fait, si je me trompe pas, là, c'est tout ce qui est impair, en fait, va être nord-sud, et tout ce qui est pair va être est-ouest. Alors déjà là, quand on va en destination, par exemple, on va aller dans les Laurentides, on va prendre la 15 nord, on sait qu'on monte au nord.
Ou quand on va vers Québec, ben c'est ça, on va rouler vers l'est, on va prendre la 20S, on part, ou la 40S, puis on part vers Québec à partir de Montréal. Donc, c'est déjà en connaissant cette notion-là sur les grandes autoroutes. Puis il y en a pas tant que ça. Là. Il y a la 40, la 20 qui sont les deux autoroutes entre Montréal et Québec. Ensuite, il y a la 15 qui va vers le nord, qui descend un peu vers le sud. Il y a la 30 aussi qui traverse d'est en ouest. Une fois qu'on connaît ce réseau-là, on peut se rendre dans la plupart des grandes villes du Québec. Même ça va jusqu'à Gatineau. Quand on suit la 20, par exemple, la 40 va se rabattre sur la 20. C'est un réseau qui est bien fait, mais oui, en effet, quand même, dès qu'on sort de ces grandes autoroutes-là, ben, on va se retrouver souvent dans des municipalités qui ont encore les routes avec des chiffres, là. Donc, le premier rang, deuxième rang, troisième rang. Ça vient de notre passé agricole, justement, où on avait les fameux rangs comme ça. Les premières avenues, deuxième avenue, troisième avenue. Ils voulaient pas se casser la tête à trouver des noms aussi. Donc, tu sais, souvent, on va même pitonner, par exemple, dans notre GPS, c'est-à-dire, je m'en vais sur la troisième avenue. Ben, à Montréal, les troisième avenues, il y en a peut-être 18. Alors, il faut savoir un peu, encore là, dans quel quartier, dans quelle municipalité on s'en va. Il y a des villes qui sont défusionnées. À Montréal aussi, il y avait eu, je pense, en 98, là, des fusions là, des municipalités montréalaises. Ça peut être un petit peu complexe quand même. Faut apprendre à les connaître, à connaître notre géographie. Mais somme toute, ça se fait quand même assez bien. Là. Moi, je sais que depuis que je suis arrivé, j'ai eu l'occasion d'aller voir un spectacle d'humour. Hein. Il a fallu choisir un créneau. La réouverture a pas duré longtemps. Et c'était le seul spectacle qu'on a réussi à faire. Et on est évidemment arrivé en retard, puisque je n'avais pas bien fait attention au côté ouest-est, qui était pourtant bien précisé sur l'adresse. Hein. Donc j'ai rentré dans mon GPS. Je suis arrivé à une adresse qui était la bonne. Ouais. J'étais au bon numéro. J'étais dans ma bonne rue. J'étais côté ouest. Évidemment, le théâtre était côté est. Voilà, au même numéro, à la même rue, mais c'était juste précisé est. Bon, j'ai raté 5 minutes, c'était pas très grave, c'était cocasse, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, mais sinon je suis d'accord. Hein, mais même c'est ça, à Montréal, pour l'Est-Ouest, c'est assez simple. C'est la rue Saint-Laurent, qui était à l'époque appelée la Main, quand il y avait encore le penchant un peu plus anglophone dans la ville de Montréal. Et tout ce qui est à l'est de Saint-Laurent, c'est est, et tout ce qui est à l'ouest, c'est ouest, tout simplement. C'est là la cassure se fait, et les numéros de rue, eux, commencent à partir du fleuve, et puis on monte vers le nord. Donc là, on passe les pantés de maison, on commence à 0, puis quand on va plus vers le nord, par exemple, moi, je suis dans l'est de Montréal, donc à Rivière-des-Prairies, il y a des adresses dans les 11 000, 12 000, et c'est parce qu'on a traversé l'île au complet à ce moment-là. Vous qui allez venir bientôt au Québec et pour visiter Montréal et qui prévoyez de prendre une voiture, je vous conseille d'enregistrer les 20 dernières secondes de ce podcast et de vous les remettre en boucle. Ça vous servira de... Vous allez connaître Montréal avec ça, oui. Sinon, il y a Waze et ça fonctionne aussi très bien. Après, il y a les voies, il y a deux, trois subtilités aussi dans la voiture au quotidien. Par exemple, ici, il n'y a pas de priorité à droite. Moi, je viens d'un pays où c'est la priorité à droite. Ici, en fait, il n'y a pas à se poser la question parce qu'on a soit des feux tricolores, soit un stop. Il y a énormément de stops. Mais du coup, plusieurs fois, j'ai eu le réflexe de voir une voiture qui arrivait sur la droite et me dire, je vais laisser passer. Non, il y a toujours des stops partout. C'est assez différent. Oui, donc on n'a pas beaucoup de carrefours giratoires ici au Québec. Oui, il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a un à Saint-Bruno de Monterville. À chaque fois que je prends pour aller au ski, j'ai une petite émotion. Ça me rappelle la France où il y en a à peu près comme à la maison, ben oui. Mais oui, non, en effet, c'est beaucoup d'arrêts obligatoires au Québec. Je pense quand même, c'est ça, notre signalisation, elle est assez simple, mais il faut la connaître quand même. Alors, tu sais, c'est quelque chose, là, dans les cours de conduite notamment, là, ils vont mettre beaucoup l'emphase là-dessus, parce qu'une fois qu'on connaît ces symboles-là, ben, ça nous aide dans la conduite. Encore là, les connaître et les appliquer, je pense que c'est un autre débat. Moi, j'en vois souvent, puis encore plus depuis que je suis chez CA Québec, on est tellement sensibilisé au comportement routier que, en ce moment, quand je vais porter mes filles à la garderie, c'est un parcours de 7 km, je regarde toutes les voitures autour de moi et je remarque tous les dangers que les gens font, parce que les gens, justement, ne connaissent pas la signalisation, ne l'appliquent pas correctement. Alors même, par exemple, un céder le passage, ça dit ce que ça dit, hein, céder le passage, c'est assez simple pour moi. Malheureusement, quasiment tous les matins, j'ai quelqu'un qui me coupe via un céder le passage alors que c'est mon tour. Donc je pense qu'il y a une éducation en continu qui doit se faire. Hein. On va passer le permis de conduire souvent autour de 16 ans, dès qu'on est, c'est possible quand on est jeune. Puis après ça, ben, on a le permis pour le reste de nos jours. Hein. Il n'y a pas de cours de rappel ou il n'y a pas d'examen de rappel. C'est un permis à vie.
Alors, j'ai l'impression des fois, il y en a qui perdent un peu ces notions-là là, assez rapidement. Alors, tu vas me dire si je pratique bien, parce que comme ça, je vais en profiter pour faire des révisions en direct. Quand on est à un carrefour, donc en général, c'est toujours en croix ici, hein, c'est assez simple. Mm-hmm. Tous les carrefours sont l'organisation est assez linéaire, c'est en bloc, Ouais. hein, c'est-à-dire à l'américaine, mais en Amérique du Nord. Donc, en général, quand on est à un stop, on est à un croisement, voilà, où on a 4 voies et 4 stops. Donc, grosso modo, c'est premier arrivé, premier à partir. Donc, quand vous arrivez au stop, vous regardez s'il y a des gens qui se sont déjà dans les autres rues positionnés avant, qu'ils soient à droite ou à gauche, peu importe, et vous repartirez par ordre d'arrivée. J'ai bon? Ouais, absolument. Et si jamais vous arrivez en même temps, priorité à droite. Ah, bah voilà, il y a de la priorité à droite. Celle-là, je la savais pas. Mais Moi, quand on arrive en même temps, en général, si on se regarde en chien de faïence, il y a une espèce de défi, tu vois, façon un peu Kirby. Exactement. C'est souvent ça qui arrive en bout de ligne, ce qui est quand même très drôle, parfois, parce que c'est pas toujours, la plupart des automobilistes, je vous dirais, sont assez courtois, mais là, justement, des fois, ça fait un peu une problématique. Les deux arrivent en même temps, et là, on se fait signe, vas-y. Puis là, l'autre dit, non, toi, vas-y. Mais pendant ce temps-là, il y a une autre auto qui arrive. Le moteur. Et là, après ça, là, au moment où tout le monde se fait signe d'y aller, tout le monde avance un peu en même temps, puis là, là, ça recommence. OK, à ton tour. Donc, ça fait des situations assez cocasses qui, en bout de ligne, peuvent être quand même assez dangereuses. Mais il y a quand même une courtoisie, je dirais, au moment d'arriver aux arrêts obligatoires. Le plus simple, bien évidemment, c'est quand c'est des lumières rouges. Des fois, il va y avoir des priorités aussi. Là, la lumière verte qui clignote, c'est une priorité pour les gens. Justement, je veux t'en parler, parce que la lumière verte qui clignote, moi, au départ, je l'avais pas compris. Je me déplaçais avec mon cher voisin qui me faisait découvrir le quartier, qui était derrière moi, qui s'est bien marré pour le coup, et qui m'a expliqué après. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis à un carrefour, là, cette fois-ci, ce sont des feux, et tout d'un coup, j'ai le feu vert qui se met à clignoter, puis alors, il clignote de manière frénétique, hein, il est pas, c'est un nerveux quand même. Et là, je me dis, bordel, il y a un danger. Alors, faut que j'y aille, mais faut que je fasse gaffe, il y a un danger. Pour moi, clignotant, ça veut dire danger. Fais gaffe. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, non, ça veut juste dire que tu peux y aller tranquille, que les autres, eux, ils ont le feu rouge, que t'es prioritaire, la route est à toi. Ok. Ouais. Planter comme un âne au milieu. Non, je pouvais y aller à fond et voilà. Ça surprend un peu au début, ça. Mais la bonne nouvelle quand même pour nos amis français, c'est que souvent il va y avoir une signalisation et ça va dire justement au feu clignotant, priorité de virage, par exemple. Donc, on l'explique quand même par moment. C'est pas à tous les coins de rue qu'il y a ça, mais dans la plupart des coins de rue. C'était pas celui où j'étais bloqué, ou alors je l'ai pas vu. Ah non, exactement. Mais le fait aussi que la signalisation est toute en français, mais d'un point de vue, par exemple, c'est à Québec. Je veux dire, les gens qui arrivent des États-Unis, par exemple. Là, en ce moment, les frontières, là, c'est un peu moins, c'est un peu plus rare de croiser les Américains de Nancy. Mais le fait que tout est en français, par contre, ça peut poser problématique par moment. Mais je pense quand même qu'on a adopté des symboles qui sont assez universels. Donc, il y a moyen de bien comprendre la signalisation. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, quand j'ai parlé des arrêts, des carrefours, des choses comme ça, j'ai dû utiliser que le mot stop parce que je suis habitué à ce que ce soit un stop. Ouais. Mais il n'y a pas écrit stop sur les panneaux. C'est le même panneau, mais il y a écrit arrêt. C'est en français. Exactement. Mais même nous, on est en kilomètres à l'heure. Aux États-Unis, ils marchent encore en 1000 à l'heure. Alors encore là aussi, il faut réfléchir à ça. Les autres, s'ils voient un panneau qui c'est juste écrit maximum 100, est-ce qu'ils vont se mettre à rouler à 100 000 à l'heure? Alors que ça veut près 160 km à l'heure, ce qui est largement au-delà des limites. Oui, c'est un peu au-dessus. Mais c'est quand même bien indiqué. Il y a des panneaux justement à l'entrée des frontières qui disent ici au Canada ou au Québec, les limites sont en kilomètres heure. Ah, c'est vrai. On a parlé du feu vert clignotant. Il y a aussi son alter ego, le feu rouge clignotant. Le feu jaune clignotant aussi. Alors le feu jaune clignotant, je l'ai pas croisé encore celui-là. Ouais, donc la grande différence, puis là c'est très technique quand même, je crois bien là. Mais le feu jaune clignotant, c'est une invitation à ralentir et à être prudent. Alors, si jamais, par exemple, vous voyez un piéton, souvent le feu jaune va être accompagné, par exemple, d'un passage piétonnier, et là, ça devient un arrêt obligatoire, même s'il n'y a pas d'arrêt, parce qu'il y a un piéton qui est là. Sinon, je pense que c'est une 150 ou un peu plus même en amende. Et le feu rouge clignotant, lui, en fait, va être activé, je crois, par moment, et devient un arrêt obligatoire à ce moment-là aussi. C'est ça. Ouais. Feu rouge clignotant, tu t'arrêtes, en fait, c'est comme si on avait un panneau arrêt. Mais on le voit des fois, là, moi, quand je vais chez mon frère, notamment, là, qui est à la campagne, mais lui, justement, il y a des feux rouges clignotants sur le chemin de campagne. Je pense que on est capable de voir souvent qu'est-ce qui s'en est, ou un feu jaune clignotant. On est capable de voir le danger devant nous. Qu'est-ce que ça coûterait de mettre un arrêt obligatoire?
selon moi, rien. Oui, j'ai exactement rassurant. le même à côté de la maison. Depuis que je suis arrivé, je ne l'ai jamais vu autrement qu'en feu rouge clignotant. Ouais. Jamais autrement. Bon, bah, ce serait peut-être pas plus bête de mettre un panneau arrêt, accessoirement. On n'aurait pas besoin d'y mettre de l'électricité, ça ferait de l'économie d'énergie. Il paraît que c'était à la mode. Et utile pour la planète. J'ai pas bien compris. Il reste ceci dit que c'est comme ça que j'ai compris que feu rouge clignotant, ça veut dire arrêt. J'ai jamais croisé encore le feu orange clignotant. Mais souvent, même, ils vont en mettre, je crois, en sus d'un panneau d'arrêt obligatoire. Donc, c'est vraiment pour dire aux gens, là, c'est ça, arrêtez ici, là. Donc, tu sais, c'est des petits enjeux comme ça de sécurité routière qu'on peut faire de plus aussi. Nous, on milite en faveur de ça. On a une fondation aussi à Québec qui ne fait quasiment que ça, que de la sécurité routière. On est beaucoup dans les écoles, etc. Donc, c'est d'apprendre aux parents, aux jeunes, etc., d'adopter très rapidement des comportements routiers, ou même en tant que piéton ou en tant que cycliste, par exemple, des comportements pour se faire voir, le partage de la route, etc. C'est une partie qui n'est pas gagnée. On voit les données là, chaque année dans les bilans de la Société de l'assurance automobile. Il y a encore énormément de décès, énormément de blessés, de collisions qui se font. C'est malheureux à chaque année. Puis même des choses aussi niaiseuses là, qu'on peut voir, c'est on voyait là, la Sûreté du Québec a fait un bilan récemment. 20% des décès sur la route, c'est des gens qui ne portaient pas la ceinture. C'est fou. Alors on est en 2022 et encore là, on doit encore parler de la ceinture de sécurité. Ben, ça me reste quoi tellement ça me semble une évidence, mais... C'est la réaction qu'on a à chaque année quand on reçoit le bilan et qu'on voit ce chiffre-là. C'est complètement fou. Une autre chose qui mérite tes éclaircissements, c'est cette histoire de pouvoir tourner à droite quand on est à un feu rouge. Ouais. Je rappelle, les intersections sont en général bien perpendiculaires, hein, c'est des bonnes croix parfaites. Et effectivement, il y a cette idée que quand on est au feu rouge, pour peu que personne ne vienne évidemment de la gauche, que la voie soit libre, et ben que vous ne traversez pas, vous pouvez simplement, si vous allez à droite, vous engager en ayant prudence et aller à droite. Alors, ça je le savais parce que aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez répandu. À de nombreux feux ici, il y a parfois un panneau qui est placé en face. Ça d'ailleurs c'est super bien, les panneaux en fait sont passés en face. Un peu plus loin, c'est différent de la France. Les carrefours le permettent, mais c'est un gros avantage. Tout le monde, même si on a un gros camion devant soi, tout ça et tout le monde va voir les panneaux. Et donc, il va y avoir le panneau qui va parfois vous dire, non, ici, vous n'avez pas le droit de tourner à droite, même si le feu est rouge. Ok, c'est clair. Même des fois, ils vont dire, par exemple, de 7h à 10h le matin. Voilà, exactement. Ça, c'est une spécialité québécoise. Et franchement, là, c'est pour tourner à droite, mais dans Montréal, pour le stationnement, bientôt 2 ans, j'ai toujours rien compris. C'est imbitable. Alors, tu as le droit de stationner ici entre 7h23 et 7h24 le lundi pair seulement s'il y a une éclipse du soleil. Enfin, c'est imbitable. D'ailleurs, je prends des prunes à chaque fois. Voilà, donc je milite à fond pour les transports en commun. J'ai pas les moyens de circuler en voiture tant que je n'aurais pas eu un décodeur. Donc, ceci dit, je reviens à mon histoire de pouvoir tourner à droite au feu rouge. Depuis, alors quand il y a le panneau, c'est limpide, c'est clair, je peux ou je peux pas. Voilà. Très souvent, il n'y a pas de panneau. Et là, on m'a dit, et je demande les explications de mon expert, que après, ça dépend des villes. Que dans certaines villes, c'est autorisé, dans certaines villes, ça n'est pas autorisé. C'est autorisé, je crois bien, partout en Amérique du Nord, sauf dans 2 villes. OK. New York et Montréal. OK. Alors voilà, donc c'est deux. New York, je pense que ça s'explique assez facilement. Je veux dire, la circulation à New York est épouvantable, mais que Montréal ait adopté cette voie-là, c'est quand même assez particulier quand on y pense. Alors oui, à Montréal, c'est interdit de tourner à droite sur une lumière rouge. J'habite dans un quartier très résidentiel de Montréal. Il y a des lumières rouges des fois où je suis là à attendre pour tourner à droite. Et je crois que ça serait, je veux dire, c'est pas différent qu'une banlieue, par exemple. Mais pourtant, c'est ça. C'est Montréal, c'est la spécificité de notre métropole. Donc là, tu me dis Montréal, New York uniquement, parce que on m'avait donné, mais ça n'a pas la même autorité que toi, clairement, d'autres subtilités, notamment sur la rive sud, où Saint-Constance est autorisé, mais Longueuil, ça ne serait pas autorisé, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup, en fait, c'est ça, dans certaines municipalités, notamment Longueuil, à Québec aussi à l'époque, là, je m'en souviens, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit de tourner à droite, là, je pense que ça fait une 15-20 d'années, là. D'accord. Je m'en souviens quand ça venait d'être implanté à Québec, ça fait peut-être une 20 d'années que j'étais allé.
Et il y avait des panneaux un peu partout, ou presque. Là. Fait que la personne avec qui j'étais à l'époque, je m'en souviens, m'avait dit, ça aurait été peut-être moins cher de juste dire, on oublie Québec aussi, là. Parce qu'il avait mis des panneaux quasiment à chaque rue que c'était impossible de le faire. Et au fil du temps, moi je suis retourné plusieurs fois à Québec, ils ont fini par en retirer énormément parce qu'ils se sont rendus compte justement que c'était pas dangereux. Alors vraiment, là, il ne resterait que Montréal et New York où c'est formellement interdit, mais par la suite, c'est ça, de municipalité en municipalité, à certains endroits, ça va être interdit en tout temps avec des panneaux ou à certains moments de la journée. Donc encore là, des fois pour des traverses piétonnières ou proches des écoles, par exemple, ils vont faire le matin et l'après-midi pour la sortie des classes. Ok, limpide. Autre particularité que personnellement j'adore, voilà, mais qui surprend, ici, il y a des bus scolaires. Alors, si vous n'avez jamais mis les pieds au Québec, ce sont les mêmes bus scolaires que ceux que vous voyez dans les séries américaines ou dans Forrest Gump, par exemple. Mm-hmm. Le bus scolaire jaune, voilà. Jaune. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas partout en Amérique du Nord, mais en tout cas au Québec, quand le bus scolaire s'arrête pour faire monter des enfants ou pour faire descendre des enfants, donc c'est à peu près à n'importe quel coin de rue et tout, là, tout d'un coup, alors, il y a des lumières de partout qui s'allument sur le bus qui devient un vrai petit sapin de Noël. Voilà, mais des lumières bien rouges pour vous dire hop, 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 hop. Et alors là, la vie se fige. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous avez le bus scolaire dans votre vue, plus personne ne bouge. On s'arrête. T'es en face, t'es à droite, t'es à gauche, t'es derrière. Tu ne bouges plus. Le premier qui bouge, il prend une baffe. Oui, mais absolument. C'est très particulier. Puis oui, c'est ça. On voit en effet le sapin de Noël multicolore sortir de tout partout. Mais les gens qui ne s'arrêtent pas en voyant justement un autobus scolaire avec le panneau d'arrêt ouvert s'exposent à des amendes très onéreuses. Là. Je pense qu'on est, si on n'a pas atteint les 4 chiffres là, dans les milliers de dollars, je sais qu'on perd c'est 9 ou c'est beaucoup de points de démérite. Là. C'est quasiment le permis en entier. C'est vraiment une des infractions au règlement, au code de la sécurité routière, qui coûte le plus cher en termes de points et d'argent. Parce qu'en effet, souvent, c'est fait pour la sécurité des jeunes enfants, donc ça va souvent être proche des zones d'école. Et ce que les gens souvent oublient, c'est que, par exemple, si l'autobus va direction nord et s'arrête, la personne qui roule direction sud doit aussi s'arrêter. Doit aussi s'arrêter, oui. Et une autre chose que les gens ne savent encore moins, c'est les cyclistes sont obligés de s'arrêter aussi. Ah oui! Et les cyclistes sont obligés de s'arrêter aussi, donc c'est une question de sécurité routière. Et encore là, eux autres aussi s'exposent à une amende qui est moins chère, bien évidemment, mais donc si un cycliste décide d'outrepasser cet arrêt obligatoire-là de l'autobus scolaire, là, il s'expose à des amendes aussi quand même. Donc c'est vraiment une chose qui est faite pour la sécurité des enfants. Alors ça s'explique très bien. C'est vraiment bien, d'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, que bien souvent ici, il n'y a pas assez de trottoirs. Moi, dans la zone où je suis, et je vois souvent le bus scolaire qui passe dans le quartier, alors, ça dure quand même pas très très longtemps, mais il ne repart qu'une fois que les enfants se sont positionnés en relative, en tout cas, sécurité sur le bord de la route. Voilà, tant qu'il y en a encore un qui est en train de traverser et tout, le bus reste à l'arrêt avec en mode sapin de Noël, comme ça personne ne bouge. C'est vraiment bien pour la sécurité des enfants. C'est aussi bien l'hiver quand les rues sont bien verglacées, que fondamentalement, même si les mômes sont bien équipés, ils sont susceptibles de se casser la margoulette et de glisser tout. Ça, c'est vraiment un truc super. Tu parlais des contraventions qui pouvaient être particulièrement salées dans ces cas-là. Un autre truc que j'aime bien ici, enfin que je trouve plutôt intéressant, mais vaut mieux le savoir. Dès qu'on arrive dans une zone de travaux, et bordel, qu'est-ce qu'elles sont nombreuses, surtout à Montréal. Enfin, d'ailleurs, à Montréal, on devrait appeler ça une zone de travaux perpétuelle, mais même après sur les autoroutes et tout. Dès qu'on arrive dans une zone de travaux, on a généralement un joli petit panneau, évidemment vitesse réduite et tout, et qui vous dit attention, si là vous êtes pris en infraction, dans cette zone-là, l'amende est doublée, le retrait de points, c'est doublé. Eh oui. Peut coûter très très cher, mais je trouve ça très très bien parce que moi, j'ai bossé aussi en marketing communication en France et tout ça et tout. J'ai eu l'occasion de travailler sur des campagnes de sensibilisation justement pour les personnels autoroutiers qui malheureusement qui interviennent en pleine circulation et qui payent un lourd tribut en général humain. Voilà, il y a plusieurs morts tous les ans sur les autoroutes et sur les routes françaises, de gens qui sont là pour travailler, pour entretenir et qui malheureusement
moi être fauché par une voiture, ainsi de suite. Là, le warning, il est très clair. À chaque zone d'entrée, c'est écrit en gros. Et ça a l'air assez efficace, j'ai l'impression. Ouais, mais surtout, en fait, il y a un peu de frustration des fois des automobilistes parce qu'on passe dans une zone de travaux et on voit personne qui travaille dans cette zone-là. C'est vrai. Mais quand même, c'est ça, c'est une question de sécurité encore là. Et puis, je pense que ça s'explique à partir du moment où justement il y a des travailleurs qui sont exposés à des dangers. Et puis nous, on le vit, là, c'est à Québec, on fait notamment du remorquage aussi. Donc, tout ce qui est patrouille routière, par exemple, lorsqu'on est en train d'aider un membre qui est pris sur le bord de la route, eh bien, il y a une loi qui oblige les gens, justement, ça s'appelle, là, j'ai juste l'expression anglaise, le slow down, move over, donc ralentir et changer de voie. Les gens ne le font pas toujours. À ce moment-là, nos patrouilleurs se font frôler là, à quelques centimètres près. C'est leur vie qui est en danger à ce moment-là. Donc, déjà, de ralentir d'une première part dans les zones de travaux, les voies vont souvent devenir un peu moins larges. Les voitures vont être un peu plus proches les unes des autres. Si on demeurait à des vitesses trop élevées, ben à ce moment-là, on exposerait justement ces travailleurs-là à des dangers. Alors que ça soit doublé, pour moi, c'est une bonne chose en bout de ligne. Mais oui, faut le savoir, faut connaître là, faut connaître. Il y a beaucoup de panneaux en fait, il y a beaucoup de couleurs de panneaux aussi. Mais tout ce qui est orange en bout de ligne, c'est des panneaux justement qui annoncent des changements, si vous voulez, à la signalisation habituelle. Et oui, on en voit énormément les fameux cônes oranges qui sont la signature du Québec un peu, sont un peu partout dans notre paysage. Donc on apprend rapidement à comprendre là, leur utilité et pourquoi ils sont là. Deux choses sur lesquelles j'aimerais, parce qu'on arrive au terme de l'émission, que j'aimerais qu'on évoque pour conclure, qui sont vraiment alors, je pense des conseils pour ceux qui nous écoutent, des choses que moi je savais pas forcément en arrivant, que j'ai appris, qui pourraient vous aider. La première concerne directement l'activité du CA et notamment des fameux patrouilleurs dont tu viens de parler. Je m'explique. Moi, j'avais l'habitude quand j'étais en France, évidemment, j'ai eu plusieurs voitures qui étaient toutes assurées. J'avais toujours une assistance routière qui était incluse dans mon contrat d'assurance. Donc, ça me semblait une évidence. Quand je me suis assuré ici, personne ne m'a sensibilisé et mon contrat d'assurance faisant à peu près 17 pages et étant particulièrement feignant, je me suis arrêté à la 3e. Je n'ai pas vu cette petite subtilité, qu'à savoir mon contrat d'assurance, comme la quasi-totalité des contrats d'assurance ici, n'inclut pas l'assistance. Or, il s'avère qu'en hiver, on peut avoir une panne de batterie, on peut effectivement glisser et sans même avoir froissé de la tôle ou quoi que ce soit, mais se retrouver bloqué dans un banc de neige ou des choses comme ça. Ça peut arriver, plus souvent qu'à son tour. Même si je croise les doigts, c'est pas mon cas pour l'instant. Et là, en fait, surprise de se dire que ton contrat d'assurance ne te couvre pas. Et au-delà de l'impact financier des désagréments que ça peut avoir, imaginez-vous coincé dans votre voiture sans batterie, donc dans l'incapacité de bloquer d'allumer le moteur. Quand il fait -20, je vous assure que votre voiture, ça devient vite un congélateur et que la vie devient pas très agréable. Ouais. Or, l'une des activités justement du CA, enfin la première par laquelle j'ai pris contact avec cet organisme qui en fait plein d'autres, c'est justement de fournir un contrat d'assistance pour tous les automobilistes. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu parce que oui, absolument. Je pense que c'est notre service qui est le plus connu là, chez CA Québec, justement le service d'assistance routière. Et puis on vient de vivre un mois de janvier 2022 là, qui était historique en ce sens. On a dépassé les 100 000 services dans le mois. Ça a été notre deuxième mois le plus occupé depuis qu'on tient les statistiques depuis 1989. Alors, en janvier 94, là, on avait eu un record de tous les temps. Il avait fait moins 1 million pendant tout le mois. Bref, c'est un peu ce qui s'est répliqué dans le dernier mois. Donc, les gens nous connaissent pour ça. Mais en effet, certains concessionnaires, certains manufacturiers de véhicules vont offrir aussi un service d'assistance. Des fois, ça va être assuré par nous aussi. Donc, il y a des ententes commerciales qui se font, bien évidemment. Certaines assurances vont peut-être offrir le service d'assistance routière, certaines cartes de crédit aussi. Mais ce qu'il faut s'assurer quand on a un service d'assistance routière en bout de ligne, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'il inclut. Les gens, des fois, vont penser, je suis pris à 28 km de la maison, je vais appeler mon service d'assistance routière, il va me ramener à la maison, merci, bonsoir. Mais des fois, on va couvrir juste un certain nombre de kilomètres ou on va couvrir juste un certain type de service. Si, par exemple, le véhicule est accidenté au beau milieu d'une rue, il faut d'abord composer, par exemple, le 911 pour qu'il vienne faire un rapport, etc. Il y a plein de petites subtilités comme ça que nous, les gens qui nous appellent, ça nous fait toujours plaisir de les expliquer. On essaye d'être le plus transparent possible, justement, sur nos activités et d'expliquer aux gens
Ben, si par exemple t'es en panne, t'as le CA classique, on va t'amener au garage le plus proche, par exemple. Si tu veux aller plus loin, ben, il y a un certain nombre de kilomètres qu'on doit respecter. Par la suite, il va y avoir un tarif supplémentaire par kilomètre. Ce sont des choses qu'on va toujours dire aux membres si la personne décide, par exemple, de se faire remorquer jusqu'à la maison. Et donc oui, c'est un service que l'on offre, mais comme je dis, il y en a d'autres qui l'offrent aussi. On aime croire qu'on est les meilleurs. On s'aime bien. Je prêche pour ma propre paroisse, mais c'est aussi parce qu'on a un réseau de partenaires à travers la province. Donc le CA Québec, on a des patrouilles dans les grands centres, donc Montréal, Québec, Gatineau, ça va être vraiment des remorques CA Québec. Par contre, on serait pas capable de fonctionner si on n'avait pas un réseau provincial. Donc justement, on n'a pas excusez-moi l'anglicisme, le manpower. Par exemple, au fin fond de la Beauce ou en Gaspésie, pour dire j'ai un employé CA Québec, mais on a un réseau de remorqueurs qui, on les salue, sont excellents, qui nous permettent d'offrir ce service-là à travers la province. Oui, c'est ça, parce que l'un des cas, hein, c'est vraiment vous êtes parti, oui, en Beauce ou encore un peu plus loin en race campagne. Hein. Il y a PAM qui vivent à proximité. Vous avez fait une sortie de route pas forcément bien méchante, mais vous êtes bloqué dans un banc de neige, impossible d'avancer ou de reculer la voiture, qui n'a pas l'air spécialement endommagée. Le moteur tourne, elle bouge plus. Et là, l'idée, c'est que vous passez un coup de fil si vous êtes inscrit au CA, mais effectivement, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, mais si vous avez souscrit à ce contrat d'assistance, vous pouvez passer un coup de fil et là, il y a quelqu'un qui arrive avec tout le matériel nécessaire pour vous tirer, vous treuiller et vous remettre sur vos 4 pneus dans le sens de la marche et que vous puissiez repartir. Ouais. Ou alors, vous êtes en panne de batterie et hop, on vous met un coup de booster et on relance la batterie. Ça vous permet de retourner jusqu'à chez vous ou d'aller jusqu'au prochain garage. On peut vous emmener à un garage. Enfin, toutes ces choses-là, parce que outre le fait que c'est un confort, il faut vraiment se rendre compte là pour le coup que le climat hivernal fait que ce qui pour nous en France serait juste de l'ordre de l'inconfort, là ça devient carrément dangereux. C'est-à-dire que si on doit rester 3, 4, 5 heures sans chauffage dans sa batterie isolée, autant vous le dire, faut pas l'être avec un petit enfant, un petit bébé ou des choses comme ça devient, ou une personne âgée fragile, ça devient vraiment dangereux. Ouais. Et ce n'est pas inclus dans les programmes, dans les contrats d'assurance. Donc, si vous venez au Québec, vous devez acheter une voiture et ainsi de suite, pensez-y. CA le fait, ce ne sont pas les seuls, mais voilà, c'est probablement les plus connus. Vous verrez l'étiquette du CA à peu près sur une voiture sur 3 au Québec. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on, comme je l'ai mentionné en début d'émission, mais on a une entente, nous, avec le CA national, donc les autres clubs CA à travers le pays, le AAA aux États-Unis. C'est une entente de réciprocité. Donc, si jamais vous allez en vacances, par exemple, je sais pas, moi, en Louisiane ou en Floride, ou vous traversez jusqu'en Californie, ben, sachez qu'avec votre carte de membre CA Québec, si vous êtes mal pris là-bas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider quand même. Alors, ça nous permet justement d'avoir un grand réseau. Je pense que c'est ça la force d'une association en bout de ligne, c'est le réseau que ça crée. Comme je disais, un foyer sur 5 nous fait confiance. Il y a des raisons. Puis on essaie d'élargir notre offre aussi pour plaire à tout le monde aussi. Les véhicules sont de mieux en mieux. Hein, donc les gens ont peut-être un peu moins un besoin de remorquage ou d'assistance routière. Cependant, les gens continuent de faire confiance parce qu'on veut leur en offrir davantage avec la carte de membre. La carte de membre la carte de membre est donc ce petit autocollant CAA qui est souvent mis à l'arrière sur la lunette arrière des voitures. L'autocollant CAA pour mes amis français, c'est au niveau du must-have, c'est un petit peu comme le Bob Ricard en France. Voilà, c'est un indispensable si on veut avoir un minimum de look. L'autre point, dernier conseil que je voulais qu'on aborde, c'est l'assurance dans le cadre de la location de voiture. Pareil en France et en Europe en général, dès qu'on veut louer une voiture, on vous pose pas la question. Il y a un contrat d'assurance exceptionnel juste pour cette location qui est associée et qui est incluse. Vous n'avez pas trop à vous poser la question. Ici, c'est souvent pas le cas parce que, et tu vas me dire si je dis des conneries, le contrat d'assurance classique de ta voiture te couvre aussi et couvre le véhicule que tu peux louer chez un tiers, Hertz, n'importe qui d'autre, voilà, le temps de la location. Donc par défaut,
le loueur chez qui tu te présentes, il va t'annoncer un prix qui déjà ne comprend pas l'assurance. Donc ça peut faire une petite différence, mais surtout, plus embêtant, il peut ne pas avoir le réflexe de te proposer cette assurance. Or, si tu viens de France d'ailleurs, ou que tu as mal gaulé ton contrat au départ parce que tu as vraiment pris un truc hyper cheap, tu peux te retrouver à rouler sans assurance, ce qui est jouable. Il faut croiser les doigts. C'est un risque qu'on ne conseille pas, mais je vais vous donner un chiffre et un mot. L'avenant 27. Alors, quand vous avez... Ça pourrait faire un super titre de film. L'avenant 27, bientôt sur vos écrans. Mais c'est l'avenant 27, en bout de ligne, c'est quelque chose qu'on doit rajouter à notre contrat d'assurance standard, et c'est pour couvrir les dommages aux véhicules qui ne vous appartiennent pas. Alors, c'est vraiment, si vous voulez être 100% sécuritaire, l'avenant 27, c'est un must dans votre contrat d'assurance. Cependant, ceux qui ne l'ont pas, bien souvent, quand on va, par exemple, en voyage, qu'on loue une voiture à destination, on va souvent se faire demander, voulez-vous souscrire à l'assurance supplémentaire? Ça vaut la peine à ce moment-là aussi de vérifier auprès de votre, notamment de vos cartes de crédit, souvent. C'est un volet d'assurance qui va être inclus avec les cartes de crédit. Mais si vous voulez pas vous casser la tête, quand vous arrivez au Québec, vous faites assurer votre véhicule, posez la question sur l'avenant 27. Je ne sais pas exactement combien il coûte, ça dépend bien évidemment de la situation de tous et chacun, mais je ne crois pas que ce soit extrêmement onéreux, parce que c'est pas des situations justement où on va conduire souvent avec des véhicules qui ne nous appartiennent pas, mais ça peut être une belle précaution à prendre là, pour s'assurer d'avoir la bonne assurance. Parfait, je pense qu'on a fait on a fait pas mal le tour. L'avenir de la voiture et de l'usage de la voiture au Québec, tu le vois comment dans les prochaines années? On a brièvement parlé de 2035 et de la voiture, de la fin de la voiture thermique. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux associés justement au domaine du transport. Les gens ont une conscience un peu plus. Donc, est-ce que on va remplacer beaucoup le véhicule à essence par le véhicule électrique ou hybride rechargeable? Je pense que oui. Au Québec, on est en avance sur les autres provinces. On a passé le cap de 125 000 voitures électriques au Québec. Je pense qu'au total, au Canada, là, il y a peut-être 400 000 véhicules électriques en ce moment, ou 500 000. Donc, on voit au Québec, on a une bonne portion. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai l'impression qu'on a une province aussi qui a un accès à l'électricité qui est plus facile qu'ailleurs avec nos grands réseaux hydroélectriques. Alors, je pense que cette réflexion-là est bien entamée. Nous, on accompagne les gens là-dedans. Est-ce que le rapport à l'auto-solo va changer? Peut-être pas. La pandémie a peut-être amené un pas en arrière, là, puis juste pas en arrière avec un grand bémol quand même, mais les gens là, se sentent un peu plus en sécurité dans leur propre véhicule. Est-ce qu'il va falloir réapprendre à prendre le transport en commun? Réapprivoiser peut-être un peu plus de transport actif là, quand la vie va redécoller normalement. Ah, tu vois la pandémie comme un renforcement de la voiture individuelle? Parce que j'avais l'impression que avec la pandémie est arrivé beaucoup de télétravail et que du coup l'usage, tu disais tout à l'heure que dans Montréal c'était la voiture restait parquée à 95% du temps. Et j'ai l'impression que là même dans les banlieues qui jusqu'ici avant la pandémie c'était le matin je prends la voiture, je vais travailler, je rentre le soir et tout. Bien souvent maintenant ça va être la voiture elle reste dans mon allée. C'est mon cas par exemple et je travaille dans mon bureau sur mon ordinateur et du coup on peut arriver à se dire attends, c'est la fin de la semaine, je me suis quand même servi de ma voiture 2 fois. Est-ce bien raisonnable? Je pense qu'il y a une réalité à Montréal puis il y a une réalité ailleurs au Québec aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à Montréal on est très bien servi en transport en commun. Alors moi-même je suis montréalais, j'ai un véhicule. Moi, je trouve quand même. Je mets un bémol, mais je viens d'un pays d'un endroit où c'était particulièrement luxueux. Mais c'est ça, tout dépend où on est à Montréal. Moi, je suis pas loin d'une station de métro. À partir du moment où tu es en dedans de, je pense, de 1 ou 2 kilomètres d'une station de métro, c'est assez simple quand même de se promener à Montréal. Mais je garde quand même mon véhicule parce que j'ai des jeunes enfants, donc aller à la garderie, aller faire l'épicerie, aller faire ci, aller faire ça, c'est un besoin que j'ai, que je pourrais faire à pied, là, par exemple. Si je prenais cette décision-là, ce choix-là consciemment, c'est possible de le faire. Mais je pense que c'est ça. Je revenais quand même au principe de la liberté individuelle. Je pense que les gens veulent choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire au bon moment, mais on va peut-être voir davantage justement d'autopartage. Tranquillement, pas vite, à Montréal, ça gagne en popularité. Je le mentionnais, le transport en commun. Le transport actif aussi, là, je pense notamment au vélo électrique, par exemple. C'est encore très peu connu, très peu utilisé ici. Mais si on se dit, j'ai 4 kilomètres à faire, est-ce que ce 4 kilomètres-là, qu'on faisait en véhicule auparavant, si j'ai un vélo électrique, par exemple, oui, c'est quand même simple, ça va à 30-32 km à l'heure. Je vais me rendre là-bas en 10-12 minutes. C'est pas si plus long que ça que d'y aller en véhicule.
Mais à ce moment-là, on fait un choix qui est un peu plus raisonné, qui est un peu plus écologique, et on a la capacité de le faire. Donc, je pense que toutes ces questions-là, toute la question des changements climatiques aussi, il y a beaucoup de gens qui vont faire la réflexion et se poser la question, est-ce que j'ai encore besoin de mon véhicule à essence? Je pense que c'est ça la question qu'on doit retenir quand on regarde vers l'avenir. Et en 2035, mais ça va être encore plus simple d'y répondre parce que ça va être la fin de la vente des véhicules neufs à essence. Oui, le marché secondaire va exister encore, mais quand même, les gens vont se lancer vers là et tranquillement pas vite, la réflexion se fait. Il va y avoir de belles réunions encore au CA au cours des prochaines années. Hein. Tu ne devrais pas être désœuvré normalement. Oh non, absolument pas. Puis on accompagne les gens dans ce passage-là. On veut être là. On le sait que justement, il y a un passé. On a plus de 100 ans d'histoire. On vit avec ce passé-là. On en est fiers. Mais si on n'est pas là justement pour accompagner les gens vers dans ce passage-là, on va manquer le bateau. On va manquer le bateau, le train, le transport en commun. On va tout manquer ça. Mais en ce moment, je pense qu'on est là. On veut être là. Et je sens quand même un appétit chez les gens, justement, pour se faire accompagner. Là-dedans, les gens ont beaucoup de questions. Soyons là pour leur offrir les réponses. Et ben, grâce à toi, ils ont déjà quelques réponses. Ils en savent plus sur l'amendement 27. Ils en savent plus sur le boulevard Saint-Laurent qui divise Montréal et savoir se repérer. Nicolas, j'ai appris plein de trucs. J'espère que ceux qui nous écoutent en auront appris au moins autant, si ce n'est plus. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps. Temps avec nous, c'était super sympa. Ah oui, puis à ceux qui vont arriver, écoutez, bonne route, mais soyez prudents. À très bientôt, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Et voilà, Fais-tu fret, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufret.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu fret, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu fret à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas @ ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu fret, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt.